7h36. Et si le Brexit devait déclencher une nouvelle crise financière? Depuis le 24 juin, les signaux en tout cas se multiplient. Outre les turbulences sur les monnaies, voici que depuis quelques jours, des fonds immobiliers ont suspendu leurs activités à Londres face aux demandes de remboursement des investisseurs. Alors que l'avenir de la City semble incertain, les foyers d'inquiétude se multiplient en Europe. Les banques sont malmenées, du Crédit Suisse à la Deutsche Bank. Alors question ce matin, vivons-nous une répétition de la crise de 2008? Et pour en parler, le plaisir d'accueillir l'économiste Stéphane Garelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'IMD et à l'Université de Lausanne. Alors je vais vous citer Alistair Darling, qui est l'ancien chancelier de l'échiquier britannique, qui était aux affaires sous Gordon Brown lors de la crise justement de 2008. Il déclarait peu après le référendum sur le Brexit qu'il se faisait beaucoup plus de soucis aujourd'hui que lorsqu'il avait dû gérer la crise financière il y a 8 ans, en notant, alors je le cite, « Nous n'avons pas de gouvernement, nous n'avons pas d'opposition, et ceux qui nous ont mis dans ce marasme ont pris la fuite ». Est-ce que vous partagez ce désarroi ou est-ce que, compte tenu des derniers développements de ces dernières heures-là, et notamment la prochaine désignation de Theresa May à la tête du gouvernement, vous êtes plutôt, on va dire, optimiste? Alors c'est vrai qu'Alistair Darling, je l'avais rencontré un petit peu après et il n'avait pas vu venir les choses. C'était un grand étonnement pour tout le monde, la magnitude de la crise qu'on avait eue en 2008. Donc maintenant, je pense qu'il est un peu plus prudent. Ce qui va se passer, c'est la grande question à mon avis en Grande-Bretagne maintenant, c'est de savoir si Theresa May va appeler ou pas des élections en septembre. Elle a dit qu'elle n'allait pas le faire. Beaucoup de personnes lui demandent de le faire pour qu'elle ne soit pas dans la même situation que Gordon Brown, qui avait hérité du poste de Premier ministre de Tony Blair, qui n'avait pas demandé d'élection et qui n'avait pas la crédibilité des urnes. La légitimité. La légitimité, et ça c'est un réel problème. Si elle veut négocier le Brexit, il faut que quelque part elle ait un mandat du peuple. Et une élection, certains disent, clarifierait les choses. Par contre, une élection, c'est un facteur d'incertitude pour les marchés. De plus. Un de plus, avec d'autres élections qui viennent en Europe. Il ne faut pas oublier que l'année prochaine, c'est la France et l'Allemagne. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans une situation qui est précaire en Espagne, que probablement il va y avoir des conséquences à Bruxelles sur le Brexit, sur M. Juncker, qui lui aussi est dans un poste très fragile. Donc les marchés financiers n'aiment pas ça. Et c'est pour ça qu'on a vu, si vous voulez, les monnaies qui ont été malmenées récemment. Vous savez, pour les économistes, les monnaies, c'est un peu comme la température pour les docteurs. Ça vous dit qu'il y a quelque chose qui va mal, mais ça ne vous dit pas quelle est la maladie. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui est une inquiétude. Une de ces inquiétudes, celle que vous avez mentionnée, clairement la bulle immobilière. On va en parler. Mais que vous inspire Theresa May, surnommée la nouvelle dame de fer, une femme de poigne, dit-on, assez cash, ministre de l'Intérieur depuis 6 ans, et qui n'a que timidement combattu le Brexit? Est-ce que c'est la femme de la situation? C'est probablement, on la compare à Margaret Thatcher, en fait, elle est beaucoup plus proche d'Angela Merkel. Les deux sont filles de pasteurs, les deux sont très pragmatiques, les deux ne sont pas des idéologues, les deux prennent leurs décisions sur la base de principes moraux et rien d'autre. D'ailleurs, Theresa May, c'est très difficile de savoir si elle est à gauche ou à droite. Ouais. Elle prend des positions très dures, par exemple, sur les salaires, les bonus. Elle prend des positions très d'avant-garde sur le mariage de même sexe. Les gens ne sont pas très sûrs. Elle attaque les privilégiés. Exactement, si on doit la classer de quel côté. Donc, c'est une femme qui, à mon avis, comme Angela Merkel, est une femme de principe, de morale, très pragmatique. Et c'est probablement pour ça que les marchés ont bien réagi. Oui. Parce que ce qui est étonnant dans ces différents référendums, initiatives, puisqu'on est dans le même bain en Suisse, c'est qu'au fond, ce sont des décisions d'idéologie qui appellent au pouvoir des gens très pragmatiques. Ouais. Et donc, qui sont finalement, qui pourraient travailler ensemble, Angela Merkel et Theresa May. Alors, je crois qu'elles vont très bien s'entendre. Et ce n'est pas rien. Ouais, et je crois qu'elles vont très bien s'entendre parce qu'elles ont exactement le même background, parce qu'elles ont les mêmes principes d'opération. Donc, c'est bon signe pour la suite des événements, et notamment pour les négociations sur la sortie du Royaume-Uni. C'est un bon signe. Ceci dit, personnellement, elle a dit qu'elle ne voulait pas appeler des élections. Je vois difficilement comment elle va pouvoir les éviter. Aller négocier le Brexit sans un mandat populaire, appeler le fameux article 50 qui fait que la Grande-Bretagne sort, et dans quelles conditions? Est-ce que c'est une sortie à la Suisse, c'est-à-dire avec des bilatérales comme nous les avons ici, comme là également la Norvège? Est-ce que c'est une rupture totale avec les conséquences financières, immobilières dont on a parlé?
c'est quand même un gros mandat et s'aventurer là-dedans sans mandat populaire, c'est difficile. Alors, au lendemain du référendum sur le Brexit, David Cameron avait affirmé que son successeur à la tête du Parti conservateur et donc du gouvernement se ferait en octobre. Or, il aura finalement fallu 3 semaines pour que Theresa May succède à David Cameron. Est-ce que là encore, on n'a pas un peu exagéré la crise politique qui a suivi le Brexit, que ce soit chez les conservateurs, ou chez les travaillistes, ou au UKIP ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il reste pratiquement plus personne en Grande-Bretagne. Des grands acteurs, Cameron part demain. Farage du UKIP a dit qu'il démissionnait. Boris Johnson est parti. Mais il va y avoir un nouveau gouvernement. Il y a un nouveau gouvernement. Jeremy Corbyn fait face à une révolte de son parti et très probablement va partir aussi. Donc au fond, on a un coup de balai extraordinaire qui a été fait avec cette histoire parce qu'on entre dans un nouveau monde. On entre dans un nouveau monde non seulement pour la Grande-Bretagne, mais aussi pour l'Europe. Mais est-ce que ce n'est pas sain ? Ah, peut-être. Ça dépend de ce qui va en sortir. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que si aujourd'hui vous êtes un dirigeant européen et que vous arrivez au bureau au matin et vous dites quel est mon agenda aujourd'hui, et que vous voyez que ça cumule la crise grecque, la crise maintenant portugaise et espagnole, les Italiens qui ont un problème bancaire, comme l'a dit M. Hildebrand maintenant, et qu'au milieu de tout ça, on vous dit, vous savez, vous avez maintenant la crise du Brexit. Et puis vous avez une ou deux crises nationales, comme des grèves en France. Et puis au milieu, vous avez toujours ces Suisses qui veulent absolument renégocier leur bilatéral ou trouver un accord à eux. Ça fait quand même beaucoup. Et je pense que la plupart de ces dirigeants, aujourd'hui, sont totalement débordés par la magnitude des problèmes qui sont face d'eux. Alors, on a parlé de la crise politique, parlons finances à présent. Stéphane Garelli, le Brexit a créé de l'incertitude, notamment sur le marché immobilier commercial britannique. On ne sait pas combien d'entreprises, notamment financières, pourraient quitter Londres et donc libérer des surfaces et peut-être contribuer à la chute des prix. Ce qui a conduit des investisseurs à demander des rachats de parts dans les fonds immobiliers. Et face à cet afflux de demandes, eh bien, des gestionnaires ont décrété le gel des transactions. C'est comme si les banques refusaient à leurs clients de vider, en quelque sorte, leur compte. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou est-ce que, au contraire, c'est une bonne chose ? Alors, il y a une bulle immobilière essentiellement à Londres, pas dans toute la Grande-Bretagne, c'est essentiellement à Londres. Le problème, c'est qu'il y a une bulle immobilière à Londres depuis 5 ans. Et on ne sait pas quand elle va éclater ou tout. Donc, il y a une certaine correction qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est normal. Je crois que comme tout, les marchés sont très volatiles, très sensibles, ils ont horreur de ce qui est imprévisible. On est dans une situation imprévisible. Donc il y a beaucoup de gens qui ont réagi de manière épidermique. Maintenant, est-ce que ça va durer ? Je ne suis pas sûr. Tout va vraiment dépendre de ce que les Britanniques veulent négocier avec l'Europe. Est-ce que c'est véritablement un goodbye absolu, au revoir, on ne veut plus entendre parler de vous ? Est-ce que c'est quelque chose à la Suisse ? Dans ce cas-là, Londres restera une place financière importante, donc avec une pression sur l'immobilier. Le président français, lui, joue sa carte. Et sa carte, c'est au revoir. On ne veut même plus que vous soyez en charge de ce qu'on appelle l'euro-clearing, c'est-à-dire de ce que l'on fait lorsqu'on a des transactions en euros sur l'Europe. Donc je crois qu'il va y avoir une bataille politique qui ne sera comprise que si on le met dans la perspective des élections qui arrivent dans toute l'Europe prochainement. Mais revenons au gel peut-être des transactions dans le marché immobilier, sur les fonds justement immobiliers. Est-ce que ce n'est pas une bonne leçon finalement que les gestionnaires d'actifs ont tiré de la précédente crise où ils avaient vendu en catimini et fait chuter justement le marché ? Oui, vous avez raison. Je crois que les marchés financiers deviennent de plus en plus transparents, de plus en plus réglementés. Et au fond, même si on voit ce qui se passe en Italie, c'est pas plus mal qu'au fond, ça devienne public maintenant. Et Matteo Renzi a raison, il aborde le problème de face et il dit « je ne vais pas attendre qu'il y ait une crise qui nous explose ». Je pense que les Britanniques font la même chose. Ils réalisent qu'il y a une crise, une bulle immobilière très possible, notamment sur la City et sur Londres. Au fond, la transparence n'est pas mauvaise. Est-ce que cette bulle immobilière dont on parle, est-ce qu'elle risque tout de même d'exploser ? Oui, elle risque d'exploser et le problème, c'est pas en elle-même, c'est que c'est une réaction en chaîne avec beaucoup d'autres choses en Europe. Vous en avez parlé ce matin, c'est le problème de l'Espagne et du Portugal avec leur déficit, c'est le problème de l'Italie avec son système bancaire, c'est les incertitudes politiques. Je crois que c'est l'accumulation de toutes ces incertitudes qui font que le marché est nerveux, moins qu'une seule comme la bulle immobilière.
Alors, autre source d'inquiétude, c'est la balance des paiements du Royaume-Uni qui affiche un déficit historique, ce qui signifie que le pays est un emprunteur net et qu'il dépend des investisseurs du reste du monde pour se financer. Il suffirait d'ailleurs que ces investisseurs décident de retirer brutalement leurs billes pour que la crise soit encore plus violente. La Banque d'Angleterre d'ailleurs s'en inquiète de cette balance des paiements en déficit au Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oui, je crois qu'elle a raison. Depuis que le pétrole de la mer du Nord arrive plus ou moins à extinction, depuis que les chutes du prix du pétrole sont énormes, c'est vrai que la balance des comptes courants, la balance des paiements de la Grande-Bretagne est déficitaire de manière inquiétante. Ils ont raison de s'en inquiéter parce qu'au fond, la Grande-Bretagne vit du fait qu'elle attire des investissements et elle attire de l'argent financier. Si avec le Brexit, ceci devait se tarir, alors effectivement, il y aura un gros problème pour la Grande-Bretagne. Alors, ça nous amène évidemment à la question centrale, c'est le parallèle avec le déclenchement de la crise de 2008. Quelles sont au fond les similitudes selon vous et les limites de la comparaison entre la crise de 2008 et les effets éventuels d'un Brexit ? Alors d'abord, les similitudes, c'est qu'effectivement, une fois de plus, c'est déclenché par les marchés financiers, une fois de plus, on a des problèmes monétaires. Ce qui est différent, c'est la transparence, c'est qu'au fond, on en est conscient. Je crois qu'aujourd'hui, on a des règles qui sont mises en place, on a des institutions qui regardent ce qui se passe, on a une sensibilité qui est plus grande dans les marchés financiers, on a une sensibilité qui est plus grande aussi dans les dirigeants politiques qui font attention, comme Matteo Renzi en Italie. Je crois que ça, c'est la grande différence. Maintenant, le fait d'identifier qu'il y a une crise possible ne veut pas dire qu'on a les instruments pour la résoudre. Et ça, c'est le vrai problème. Mais c'est vrai qu'il y a une prise de conscience après cette crise de 2008. Est-ce que là, on peut compter un petit peu sur la mobilisation des pouvoirs publics et des banques centrales ? On peut l'espérer. En tout cas, ils sont conscients que ça peut se passer. La Banque centrale européenne, finalement, a réagi. On sait aussi que la Banque d'Angleterre, comme vous l'avez mentionné, réagit. Maintenant, il y a un gros problème financier qui sont les grandes institutions financières en Europe. Est-ce qu'elles sont encore gérables ? Est-ce que le concept de la banque universelle est encore un concept d'actualité ? La Deutsche Bank a des problèmes, le Crédit Suisse a des problèmes, Unicredit en Italie a des problèmes. En fin de compte, les conglomérats dans l'économie dite réelle, il y a longtemps qu'on a abandonné ce concept. Même ABB en Suisse, qui était le dernier des grands conglomérats européens, ce n'est plus un conglomérat. Le seul endroit où il y a encore des conglomérats, c'est dans la finance. Donc small is beautiful. Combien de temps encore ? Oui, small is beautiful, comme disait Schumacher, ouais. Small is beautiful. Mais en fait, on sait que d'être gros, ça, c'est un grand problème. Alors, justement, on y arrive. Il y a plusieurs foyers d'inquiétude, on l'a dit en Europe. Le Brexit, on en a parlé. Mais il y a justement toute cette problématique des banques, de la fragilité des banques européennes. Vous avez cité Deutsche Bank, qui suscite effectivement beaucoup d'inquiétudes. On a entendu notre correspondante tout à l'heure à Berlin, Blandine Milsan, en parler. Les banques italiennes, vous l'avez dit, sont aussi malmenées. Est-ce que cette crise des banques italiennes va se propager en Europe, selon vous ? Elle peut se propager en Europe si elle n'est pas gérée immédiatement, ça c'est clair. Il y a à peu près 20% des prêts en Italie qui sont des prêts à risque, c'est-à-dire c'est une manière élégante de dire qu'ils ne vont pas être remboursés. Et ça va créer certainement un problème au niveau européen, un problème de contagion possible, mais aussi un problème de principe. Parce qu'Angela Merkel et d'autres gens disent, au fond, on ne veut pas, nous, continuer à payer pour cela. De l'autre côté, si le gouvernement italien essaie de les sauver, on va dire, vous sauvez des banques en injectant de l'argent public, donc vous les subventionnez. Et vous créez des précédents, surtout. Et vous créez des précédents. Donc je pense qu'il va y avoir des relations très sensibles entre Matteo Renzi, Angela Merkel et tant d'autres au niveau européen prochainement. Moi, je pense que les Italiens n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas laisser leur système bancaire s'effondrer. D'autant plus que Matteo Renzi est dans une situation politique délicate. Il a perdu les élections municipales, notamment avec Rome. Je le vois difficilement rentrer dans une crise financière énorme en Italie qui va toucher le petit épargnant, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est le petit épargnant qui va souffrir de cela. Depuis 2008, beaucoup de chantiers ont été ouverts pour mettre des garde-fous et des protections au système financier pour éviter que les mêmes événements provoquent les mêmes crises. On a demandé aux banques davantage de fonds propres. Est-ce qu'on a accompli les réformes nécessaires ou est-ce qu'on a davantage parlé qu'agi ? On a fait énormément de réformes, je dirais presque qu'on a fait trop de réformes, c'est-à-dire qu'il y en a tellement qu'on n'y voit plus clair. On passe son temps à faire de ce qu'on appelle en anglais de la compliance, d'essayer de regarder que les règles sont bien appliquées, etc.
Vous savez, il y a une partie du Dodd-Frank Act aux États-Unis qui est un acte qui donne un certain nombre de lois pour les banques. Hein. La partie qui traite de comment les banques investissent leur argent propre fait 240 000 mots. Pour vous donner un instrument de comparaison, le Nouveau Testament fait 180 000 mots et vous donne beaucoup plus d'espoir. Et alors, question espoir, les banques suisses, que pensez-vous de la dégringolade du Crédit Suisse ? Est-ce que le FMI l'avait classé comme étant la 3e banque la plus systémique au monde ? Son cours de bourse a remonté depuis quelques jours, mais il y a quand même de grosses inquiétudes sur ses engagements et la solidité de ses fonds propres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elle est confrontée au problème de la banque universelle. L'UBS a fait sa réforme, elle a fait sa mue déjà il y a quelque temps. Le Crédit Suisse a dit on peut continuer à être une banque universelle. Je ne suis pas sûr que c'est un concept qui est tenable à long terme. Le président est un peu déçu, on s'attendait à plus de réformes plus rapidement. Je crois que quelque part, il va falloir que le Crédit Suisse aborde les problèmes peut-être de manière un peu plus frontale qu'il ne l'a fait maintenant. Ouais. Et il va y avoir des réformes et ça risque d'être des réformes douloureuses. Et pourquoi il a traîné, à votre avis, ce président justement qui a déçu ? Alors là, il faudrait que vous l'invitiez et que vous lui demandez, parce que c'est la question que tout le monde se pose. Les banques suisses sont-elles bien protégées aujourd'hui, Stéphane Garrigue ? Oui, certainement. Je crois qu'elles sont bien protégées. On l'a montré avec l'histoire de l'UBS. C'est un système qui est solide, c'est un système qui a bien réagi. Il n'y a pas que des grandes banques en Suisse, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a aussi d'autres institutions. Peut-être qu'un des avantages du Brexit, c'est que, je crois que c'était Patrick Audier, l'ancien président de l'Association des banques suisses, qui avait proposé ça, c'est de faire un G4, c'est-à-dire Grande-Bretagne, Suisse, Hong Kong, Singapour, dans la finance ensemble, pour défendre nos intérêts. Cela veut dire en tout cas que les banques suisses sont quand même très puissantes. Et de manière surprenante pour nous en Suisse, quand on va à l'étranger, elles ont une excellente réputation. Alors justement, en parlant de G4, historiquement, depuis la révolution industrielle d'ailleurs, jusqu'au savoir-faire dans la finance, la Suisse et la Grande-Bretagne ont fait route commune. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ces deux pays ont un destin commun ? Probablement, en tout cas, il y a des chemins qui vont se croiser à plusieurs reprises. Ceci dit, voyons les choses en face, connaissant bien les Britanniques, ils vont maintenant essayer de se sauver eux-mêmes. Ouais. Ils vont d'abord essayer de négocier pour leur propre intérêt, pour leur propre avenir. Donc pas d'alliance probable, l'alliance possible. Embarquer avec eux la petite Suisse, où on est toujours des empêcheurs de tourner en rond. Je suis pas sûr que ça soit leur priorité absolue. Bon, la petite Suisse peut-être du point de vue démographique, mais du point de vue financier, c'est pas je pense qu'on risque de voir beaucoup plus des entreprises financières britanniques venir s'installer en Suisse, probablement. Elles vont aussi beaucoup s'installer, à mon avis, à Dublin. Parce que la vraie attraction, c'est Dublin, c'est l'Irlande. C'est juste à côté, grand centre financier, parle la même langue. Totalement dans l'Europe, pas d'incertitude sur les négociations avec l'Europe. Ouais. Le vrai concurrent de la Suisse maintenant, c'est Dublin. Oui, c'est vrai qu'on a souvent évoqué la possibilité que la Suisse, la place financière suisse, puisse profiter justement de ce Brexit. Il n'empêche, ces institutions financières qui quitteraient éventuellement la City le feraient pour continuer d'avoir accès au marché européen. Quel est l'intérêt, franchement, de venir à ce moment-là en Suisse ? Ben oui, c'est pour ça que, en fait, pour le moment, on a accès au marché européen. Le grand problème, c'est nos bilatérales. C'est toute la question de ce qu'on va devoir négocier, nous aussi, en 2017. Le problème, c'est qu'on va arriver tout à la fin de l'agenda, parce que désormais, ils ont autre chose à négocier que nous. Et puis, c'est pour ça que je pense qu'au fond, l'Irlande est dans une situation extraordinaire. Il n'y a pas de contentieux avec l'Europe. Elle parle anglais, c'est juste à côté de Londres. Il y a une grande place financière à Dublin. Je suis convaincu que beaucoup de gens sont en train de regarder ce qui va créer, pour en revenir au départ, une bulle immobilière à Dublin. Ouais. Quelle devrait être la stratégie finalement de la Suisse actuellement ? Est-ce qu'elle devrait tenter tout de même de créer un axe avec Londres ou alors patienter encore dans le vestibule de Bruxelles ? D'abord, on n'aura pas le choix, on va nous recevoir quand ils auront le temps. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut multiplier les alliances. Je veux dire, tout seul, la Suisse, on va se faire manger tout cru. Si les Britanniques ont la bonté de vouloir parler avec nous, pourquoi pas ? Si on arrive à faire des alliances avec Hong Kong et Singapour, qui font une réforme tout à fait similaire à la nôtre, pourquoi pas ? Je pense que malheureusement, on n'aura pas trop le choix que de suivre la musique.